À la une ce soir. Il n'y aura pas non seulement de réintégration de la députée de Chemédé au sein du caucus du Parti libéral du Québec, mais elle ne sera pas candidate. L'ex-libéral Sona Lakoyan sévèrement blâmé par la commissaire à l'éthique. Et vous pensez quoi? C'est choquant. On verra pour la suite. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Elle n'est pas digne de la fonction de députée. Exclusif Nouveau Info, quoi ne pas dire aux patients au sujet du dossier santé numérique? Des choses secrètes, là. Des choses à ne pas dire. Ah oui, comme quoi? Ça va bien aller. Et éclosion de hantavirus, 3 Canadiens, dont un Québécois, mis en quarantaine. On a une espèce de stress post-traumatique de la pandémie, mais c'est pas du tout le même type de virus. On n'en est pas là. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, ce qui n'était que des soupçons est maintenant écrit noir sur blanc dans un rapport, disons-le, accablant de la commissaire à l'éthique. La députée de Chemédé, Sona Lakoyan, est sévèrement blâmée pour avoir utilisé des fonds publics à des fins partisanes pendant la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Et plus troublant encore, la commissaire conclut à une entrave à son enquête et recommande même une sanction financière de 8 000 $. C'est Laurence que je retrouve ce soir à Québec. Laurence, donc, c'est un rapport qui suscite pas mal de réactions, là. Oui, bien ici, ça a fait réagir de part et d'autre. On parle d'un rapport choquant, inquiétant. Essentiellement, là, on reproche 2 choses à la députée de Chemédé. Dans un premier temps, c'est d'avoir utilisé son bureau de circonscription pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Il y a même des employés de ce bureau de circonscription qui auraient été payés par l'Assemblée nationale pour participer à des activités partisanes à la demande de Mme Lakoyan. Et ensuite, on lui reproche, et là, je cite le rapport de la commissaire, d'avoir discuté de l'enquête à plusieurs reprises avec les membres de son personnel afin de les convaincre de sa version des faits et de dicter leurs éventuelles réponses aux questions du commissaire. Elle a aussi soustrait des éléments de preuve, ce qui aurait eu pour effet d'entraver le travail de la commissaire. Et là, la commissaire recommande à l'Assemblée nationale de lui imposer une amende de 8 000 $. Et là, ce sera à l'Assemblée nationale maintenant de trancher sur la question. Je vous invite à écouter les réactions que ça a suscité aujourd'hui. Bien, avec tout ce qu'on lui reproche, ben oui, elle doit démissionner. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Elle n'est pas digne de la fonction de députée en ne respectant pas à ce point les règles de l'éthique qui nous gouvernent ici à l'Assemblée nationale. C'est très grave. C'est la première fois depuis 2010 qu'on sanctionne une députée qui pourrait payer une amende. Le ménage n'a pas été fait au Parti libéral, que c'est un parti où il n'y a pas encore de réflexe éthique. Ce qui s'est passé, c'est pas en 2010, là. C'est l'année dernière. Moi, je ne me vois pas en autorité de décider si cette personne-là peut continuer à siéger ou pas là. Laurence, la chef du Parti libéral, n'a pas tardé à réagir. Non, il assure qu'elle va rester exclue du caucus et qu'elle ne sera pas candidate non plus pour le parti lors de la prochaine élection générale. On a aussi sollicité une réaction de l'ex-chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui a préféré ne pas répondre, ne pas commenter là, à ce stade-ci. Et il y a également le leader parlementaire du PLQ qui a réagi. Pour ma part, je ne vais pas commenter plus avant. Le rapport parle de lui-même et la décision du chef est la bonne. Je la supporte à 100 %. Je vais analyser tout ça avec Alain Reyes un petit peu plus tard. Laurence, parle-moi d'un autre dossier, projet de loi qui a été déposé pour ajouter 2 circonscriptions pour les prochaines élections, mais ça n'a pas pu être adopté, là. Non, c'est un projet de loi qui a été déposé ce matin au Salon Rouge et qui devait être adopté en accéléré cet après-midi. Et ça devait se faire assez facilement parce que tous les partis s'entendaient sur la question. Mais il y a le député indépendant de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui, lui, s'est opposé à l'adoption de ce projet de loi-là qui aurait permis de passer de 125 à 127 circonscriptions. D'ailleurs, il y a également là, la Commission de la représentation électorale qui s'est opposée à cette modification de la carte électorale. Ça aurait pu représenter un risque là, pour la représentativité des électeurs. Mais ce matin, là, on pensait bien être capable d'y arriver, là, d'adopter ce projet de loi-là rapidement. La dernière fois qu'on a ajouté des sièges au Parlement, c'était en 1989. On a calculé ça ce matin. On a à peu près 30 % de croissance de population depuis 1989. Ça fait longtemps donc qu'à Québec solidaire, on plaide pour augmenter le nombre de sièges. Vous savez qu'il y a des rénovations au Salon Bleu en ce moment qui permettraient un total de 129, mais là, on passe à 127, donc on est bien content. Alors, la question est en suspens là, pour le moment. Merci beaucoup, Laurence.
On parle maintenant de cette éclosion du hantavirus sur un bateau de croisière. 3 Canadiens y auraient été exposés. En tout cas, c'est ce que les autorités médicales ont confirmé aujourd'hui. Sabrina, parmi eux, il y a un Québécois. Oui, effectivement, un Québécois qui est déjà de retour d'ailleurs au Québec et il ne présenterait pas de symptômes. À tout le moins, c'est ce qu'on nous a confirmé aujourd'hui. D'ailleurs, la ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, qui a réagi sur son compte X. Alors, voici ce qu'elle a marqué notamment. C'est que la personne, bien, elle est actuellement en isolement et qu'elle est prise en charge par la santé publique. Donc, l'histoire, c'est que le Québécois et deux autres Canadiens qui étaient sur le navire auraient été sur le même vol aussi qu'un cas d'hantavirus. Le Québécois n'était pas à proximité là, de ce qu'on nous dit du cas dans l'avion. Donc, le risque de transmission, il est extrêmement faible. Pour l'instant, on parle d'aucun cas qui n'a été déclaré au Québec. Mais bien sûr, autant la santé publique québécoise que la santé publique canadienne prend la situation vraiment très au sérieux. Nous avons mis en place une réponse stratégique pan-gouvernementale sur la question et je travaille de près avec ma collègue Anita là-dessus. All public health protocols will be followed when the support is being offered to the Canadians and thereafter. I will also indicate that we have contacted the Canadians by email. Bon, et je sais que ça peut, créer possiblement des inquiétudes. Je sais que tu vas recevoir plus tard dans le bulletin aujourd'hui la docteure Caroline Quach, mais voici ce qu'il y avait à dire aujourd'hui l'OMS, à savoir si une nouvelle pandémie pouvait être possible. Is the public health measures able to break down the chain of transmission? And we believe this will be a limited outbreak if the public health measures are implemented and solidarity is shown across all countries. Et coup d'œil en terminant, Sabrina, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'il y a des bombardements qui ont été entendus en Iran. Oui, voilà, c'est ce qui est sorti là, au cours de la dernière heure et ça survient alors que les États-Unis sont toujours en attente, en fait, d'une réponse de l'Iran concernant leur plan de paix. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a 3 endroits qui auraient été touchés par des bombardements, dont une île dans le détroit d'Ormuz. Donc, d'ailleurs, il y a un porte-parole de l'armée israélienne qui a dit ne pas avoir connaissance d'une telle frappe. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes, c'est que l'Iran dit avoir tiré des missiles après possiblement l'attaque d'un pétrolier iranien par l'armée américaine et l'Iran aurait finalement ouvert le feu en représailles relativement à cette attaque d'un pétrolier iranien. Et d'ailleurs, simplement dire que l'Iran chercherait aussi à faire imposer ses propres règles dans le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, Donald Trump a discuté avec la présidente de la Commission européenne et ils se sont entendus sur le fait que l'Iran ne devait pas posséder d'armes nucléaires. Merci, Sabrina. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous pouvez également aller faire un tour sur Crave pour voir ou revoir nos reportages. Un corps a été retrouvé aux abords de la rivière des Prairies à la hauteur de l'île Bizarre. C'est dans l'ouest de Montréal ce matin. Donc, le bureau du coroner va tenter de déterminer les circonstances du décès, mais aussi l'identité de la victime. Il faut rappeler qu'un étudiant de 18 ans du cégep Gérald Godin a été porté disparu en mars dernier dans le même secteur. Il marchait sur la rivière gelée avec un ami quand la glace a cédé sous leur poids. On revient sur le présumé féminicide à Gatineau. Shannon Jean Ike aurait été assassinée par son conjoint Tien Can Phu, qui se serait ensuite suicidé. La femme de 30 ans a été retrouvée sans vie dans son logement du secteur Hall, ravagée par un début d'incendie vers 2 heures hier matin. Le procès de cette femme de Latuc, maintenant, vous savez, celle accusée d'avoir maltraité des enfants autochtones, s'est conclu aujourd'hui. C'était au tour de la défense de faire entendre ses témoins et l'accusé n'en faisait pas partie. Chantal Charret a accueilli des enfants placés par la DPJ entre 2003 et 2008 jusqu'à ce que des plaintes soient déposées. Reportage, Marie-Claude Paradis-Desfossés. L'ancien conjoint de Chantal Charret, Michel Vincent, ainsi que leur fille Florence Vincent ont été appelés à la barre des témoins aujourd'hui. Et visiblement, ce que la défense essayait de faire, c'est de décrire cette famille d'accueil de Latuc comme étant une famille d'accueil aimante pour les jeunes enfants autochtones qu'elle accueillait. Ce qui est tout à fait le contraire de ce que les victimes alléguées ont raconté tant devant le tribunal qu'à notre micro. Donc, pas de privation de nourriture, pas de conséquences abusives, comme être sur les genoux, les bras en l'air pendant des heures, pas de petites pièces non plus pour embarrer ou séquestrer les enfants, du moins selon la fille de l'accusé. C'était plutôt un autre endroit où les enfants allaient jouer tous ensemble.
Mais là, le problème, c'est que Mme Vincent est elle aussi avocate dans le même bureau que Maître Serge Millette, donc l'avocat de sa mère, l'avocat de la défense. La couronne qui l'a d'ailleurs souligné à gros traits, demandant carrément à la témoin si elle avait eu accès à la preuve avant le procès. Bon, personne dans le camp de l'accusé n'a voulu réagir ni hier ni aujourd'hui, mais clairement, les victimes alléguées, ainsi que d'anciens pensionnaires chez Mme Chantal Charest en avaient gros à dire. C'est un processus extrêmement difficile. Ça a pris des années avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, puis que ça va probablement se répercuter tout, pour le restant de ma vie aussi. Mais tu sais, moi, je le fais vraiment dans un élan de justice. Et les enfants étaient tout petites, tu sais. J'étais tout petite, c'est sûr qu'il y a des affaires qui se souviennent peu, tu sais. Puis, que pour l'avocate, là, sa fille, là, ils disent qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt, mais moi, je dis qu'il y en a une. Et je dois dire que c'est vraiment sur toutes les lèvres ici à la TUC ce procès de cette famille d'accueil qui fait face à des accusations de maltraitance envers des enfants. Je vous rappelle quand même 3 chefs d'accusation de voies de fait, 1 de séquestration, plus d'une dizaine d'enfants qui auraient été hébergés chez Chantal Charest entre le début des années 2000 et 2009. Les gens en discutent, que ce soit à la pharmacie, au restaurant, sur la rue. Je vous laisse entendre quelques personnes qu'on a rencontrées ici. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe, là. J'en reviens pas, j'en ai même des frissons, là. Oui, ça jase. On est au McDo, on est un peu partout, là, puis on entend les gens jaser. C'est sûr que ça crée des questions dans la tête des gens, oui. Ça n'a pas d'allure, tu sais, veut dire... C'est bien décourageant de voir ça. Donc, les plaidoiries des avocats de la Couronne et de la Défense viennent conclure ce procès qui aura duré 2 jours à la TUC. Je vous rappelle que les victimes alléguées, 3 plaignantes, étaient âgées entre 3 et 10 ans au moment des faits reprochés. Le juge, maintenant, va rendre son verdict à une date ultérieure. À la TUC, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Québec investit 28 millions de dollars dans la lutte contre l'itinérance. Ça va se faire dans 3 régions, Montréal, la capitale nationale et l'Outaouais. Depuis le début, je dis que pour renverser la tendance, il faut avoir un accès à la prévention. On va pouvoir prévenir en amont la perte de logement. Et en plus, les propriétaires peuvent même collaborer et appeler l'organisme, ou ici, ça va être la table PSL qui gère les PSL à Québec, pour dire, ben, j'ai un individu ou une individu à risque de perdre son logement. Il faut quand même dire qu'il y a 12 000 personnes qui sont en situation d'itinérance dans la province, mais le nombre de résidents dans les campements pourrait encore bondir à l'approche du 1er juillet. Et les travailleurs de rue sont en première ligne pour aider cette population-là vulnérable, mais ils ne suffisent pas à la tâche. Lily Mercure. Comment c'est vivre ici? C'est comme faire du camping sauvage. Stéphanie, celle qui se fait appeler Pinky dans la rue, habite au campement Notre-Dame à Montréal depuis maintenant 3 ans. Est-ce qu'il y a assez de ressources selon vous? Il y a assez de gens qui viennent vous voir, des travailleurs de rue, par exemple? Il y en a, c'est dopamine. Il y a l'anonyme qui passe. Il y a le CLC aussi qui passe aux autres aussi. Mais il y avait du monde qui passait avec des repas chauds des fois. Puis on m'a déjà offert du Saint-Hubert pendant un hiver. C'était la veille de Noël. On se déplace maintenant à Longueuil, où sévit aussi une crise de l'itinérance. L'organisme Macadam Sud nous a reçus ce matin. Dans les derniers chiffres que la Ville a sortis dans son plan de lutte à l'itinérance, on parlait, c'est un chiffre très large, c'était entre 200 et 1000. Donc, c'est un gros barème. Maintenant, je vous dirais qu'en itinérance visible, oui, on est dans les centaines, assurément. Est-ce qu'il y a suffisamment de travailleurs de rue pour combler les besoins, pour revenir en aide à ces personnes-là? Les travailleurs qu'on a en ce moment, je vous dirais qu'ils sont à pleine capacité. Donc, est-ce qu'on aurait besoin de plus d'effectifs sur le terrain? Oui, assurément. Le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue estime qu'il faudrait le financement pour une centaine de travailleurs supplémentaires pour subvenir aux besoins actuels sur le terrain. Avec notre association partenaire, l'Association des travailleurs de rue du Québec, qui rassemble plus de 350 travailleuses de rue dans les 17 régions du Québec. On se dit que 350, c'est bien peu là, pour l'ampleur des besoins là, sur le terrain qu'il y a présentement. Fait que nous, on aimerait beaucoup pouvoir mettre en place un programme d'embauche de travailleurs de rue avec 143 embauches potentielles qui permettraient de rejoindre 64 000 personnes de plus aux 112 000 personnes qu'on rejoint actuellement. C'est un travail qui travaille dans l'ombre. Donc, effectivement, que je crois que ce travail mériterait d'être plus vu, d'être plus reconnu. On amène les gens qui sont hors du système, qui sont isolés,
vers les institutions à leur rythme. Donc, il y a des gens, ça fait 20 ans que je travaille à Macadam, et il y a des gens que ça fait 20 ans qu'on rencontre. Donc, on est vraiment là dans le quotidien. Quel genre d'aide vous aimeriez avoir ici? Les soins médicaux, c'est sûr que, tu sais, qu'ils passent une fois de temps en temps, tu sais, puis qu'ils y a le voir, tu sais. Est-ce que vous avez besoin d'aide? On est là, tu sais, on a toutes les ressources que vous avez besoin. Qu'est-ce que ça amène, en fait? Est-ce que c'est bien reçu? On leur dit tout merci, on est tous contents. Un moment donné, là, quand ça fait trop longtemps, quand le monde sont rendus dans la rue, ils l'ont dans le sang, tu sais. Fait que là, ils sont tellement habitués d'être dans la rue qu'ils savent pas autrement, tu sais, comme genre faire leur démarche par bout. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Moi, je veux être une personne riche dans un pays riche, un pays prospère, et pas une personne riche dans un pays pauvre. Elle, c'est Claire Trottier, une ultra riche, puis elle va un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Elle veut être taxée davantage. C'est quoi être ultra riche? Bien, je pense que c'est une définition qui est difficile à vraiment préciser. Je pense que les gens vont se dire c'est des gens qui ont plusieurs millions de dollars, qui n'ont pas besoin de travailler pour pouvoir vivre. Et je vois le contexte dans lequel on vit en ce moment avec les inégalités de richesse qui sont vraiment énormes et puis qui prennent de l'ampleur à un rythme vraiment, vraiment rapide. Il faut trouver d'autres façons d'organiser notre système pour assurer que les gens peuvent vivre dignement. Et puis en ce moment, les personnes ultra-riches ne payent pas autant de taxes en proportion à leurs moyens que les gens de la classe moyenne. Donc, dans ce contexte-là où les richesses s'accumulent entre les mains d'un petit nombre de personnes, on a une crise du logement, les coûts d'épicerie sont en train de monter, on a un paquet de problèmes. Il faut aller adresser ces problématiques-là. Donc, ça commence en taxant les richesses. C'est vraiment une taxe sur la richesse. C'est vraiment la richesse qui accumule encore plus de richesses. Donc, une taxe comme celle proposée par Gabriel Zucman en France, donc une taxe de 2 % sur la richesse au-dessus de 100 millions de dollars. Il y en a qui répondent à ça, que ça va faire l'effet que les riches vont juste quitter le Québec. Vous répondez quoi à ça? Premièrement, une taxe de 2 % au-dessus de 100 millions de dollars n'aura aucun impact sur la vie de ces gens-là. Ils vont quand même continuer à s'enrichir. Entendre dire qu'une personne qui, en ce moment, paie moins comme vis-à-vis ses moyens qu'une personne de la classe moyenne se sentirait tellement mal pris, se serait tellement visé par une taxe de cette hauteur-là qu'ils seraient prêts à quitter leur maison, leur communauté, leur famille, leurs entreprises, vendre leurs effectifs, payer une taxe de sortie pour aller s'installer ailleurs. Je trouve ça un peu insultant. Certains partis politiques, dont Québec solidaire, proposent une taxe sur le capital à partir de 25 millions de dollars. Reste à voir quelle place la question va prendre dans la prochaine campagne électorale. C'est Marc-Antoine qui est en Estrie ce soir. Louis-Mathieu est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je commence avec toi d'abord, Frédéric, en Mauricie. Shawinigan qui tente de donner un nouveau souffle à l'avenue Grand-Mère qui a perdu, disons, beaucoup de lustre dans les dernières années. L'avenue Grand-Mère a perdu plusieurs commerces dans les dernières années. Il y a aussi plusieurs bâtiments qui ont été déclarés délabrés, forçant la ville de Shawinigan à les placarder. Résultat, l'artère commerciale a radicalement changé de visage. Mais là, pour amorcer la revitalisation du secteur, la ville de Shawinigan, en collaboration avec la Factory 701, a installé dans les derniers jours 22 œuvres par-dessus les placardées. Ça s'est fait en collaboration avec une dizaine d'artistes, aussi des élèves de l'école secondaire du Rocher à Shawinigan. Les œuvres sont inspirées de l'artiste Jean-Paul Riopel. Le maire de Shawinigan insiste cependant sur le fait que c'est vraiment une solution qui est temporaire avant l'annonce de réels changements. Éventuellement, il souhaite notamment réduire la zone commerciale. C'est les mêmes bâtisses, hein, c'est la même affaire, sont délabrées, sont insalubres, mais quand vous passez, vous voyez plus ça. Et alors, moi, ce que je voulais faire, c'est d'améliorer l'aspect visuel sans mettre en arrière-plan les gestes qu'il faut poser aussi. Je pense que ça donne vraiment un vent de positivisme pour les gens de Grand-Mère, pour les citoyens et citoyennes. Je vous dirais, l'autre jour, dimanche, en sortant de l'église, les monsieur et madame applaudissaient là, au bord de la rue. Il y en a qui viennent pleurer pratiquement sur nos épaules. Il y en a qui nous témoignent vraiment leur remerciement. Les œuvres resteront tant qu'il y aura des bâtiments délabrés à cacher. Merci beaucoup, Frédéric.
Louis-Mathieu, maintenant, la MRC du Fjord du Saguenay a tenu une consultation citoyenne sur différents projets, notamment un parc éolien. En effet, les citoyens des différentes municipalités sont conviés jusqu'à 18 heures. Donc, il reste encore quelques minutes à cette séance d'information à la salle de récréativité à Saint-Honoré. Donc, parmi les kiosques présents sur place, celui d'Hydro-Québec est imposant. Les représentants ont pour objectif d'informer la population en lien avec le projet éolien Noutinamou-Chauvin pour convaincre les organismes ainsi que les visiteurs présents sur place. Les représentants parlent des retombées économiques en lien avec ce projet. On parle d'un potentiel éolien entre 500 et 1000 mégawatts de puissance installée, ce qui en ferait quand même un des projets les plus importants au Québec. Puis c'est aussi un projet en termes de création de richesse très important, parce qu'il faut savoir que si c'est un projet qui va de l'avant, on parle d'un projet qui peut atteindre 3 milliards d'investissements. Pour une région comme la nôtre, là, de participer à des projets d'envergure comme ça, bien, c'est des retombées à long terme là, qui vont perdurer pour nos citoyens, qui nous permettent de se diversifier. C'est une diversification de revenus, puis qui nous amène à développer d'autres projets, puis à alléger le fardeau fiscal de nos citoyens. C'est fantastique d'être partenaire dans des projets comme ça. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. Avec la lutte contre les changements climatiques, de plus en plus, Hydro-Québec se tourne vers des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. Merci beaucoup. Marc-Antoine, maintenant, la 12e succursale de liquidation Marie, là, qui a ouvert ses portes ce matin à Granby, a été prise d'assaut. Oui, des centaines de personnes étaient présentes ce matin pour magasiner à rabais leur épicerie. Marie-Christine, pour te donner une idée, là, dès 5 heures du matin, il y avait déjà une file alors que le commerce ouvre seulement à 9 heures. Tu peux t'imaginer, il y avait des gens présents avec leurs chaises de camping, ben oui, leur couverture pour patienter un peu. Donc, une trentaine d'employés étaient présents pour assurer le bon fonctionnement. Les policiers du service de police de Granby également pour assurer la sécurité. C'était grandement attendu, hein, cette ouverture, ce commerce qui vend des aliments à bas prix que les grandes chaînes n'ont pas pu accepter. Il faut savoir que ce ne sont pas des produits périmés. Donc, les gens étaient très, très contents de pouvoir économiser un peu aujourd'hui. Entre 40 et 60 du panier d'épicerie qu'on ferait. Là. Donc, c'est vraiment là, une belle place à venir avant de justement là, d'aller dans une autre épicerie parce qu'on économise énormément ici. Là. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment ils font les familles avec des enfants, là. C'est rendu qu'on n'a même plus le fun de siroter les circulaires. Je dirais que j'ai économisé 700 $. Pour donner une idée, un petit fromage de même, d'habitude, c'est quoi, 6-8 piastres? Là, il était 1 $. Il y a des discussions présentement, Marie-Christine, pour une ouverture éventuellement, mais cette fois-ci à Drummondville, d'une autre liquidation Marie. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Est-ce que la députée de Chaumédé, Sona Lakoyan, pourrait être forcée de démissionner? On pose la question à Alain Reyes. Banque de la Défense, le projet indépendantiste québécois utilisé par Toronto pour promouvoir sa candidature. Analyse de Yves Boisvert. Et les Canadiens trébuchent à Buffalo lors du premier match de deuxième ronde contre les Sabres. On en parle un peu plus tard avec les gars du 5 à 7. Mais d'abord, le dossier santé numérique sera déployé, vous le savez maintenant, là, à partir de samedi prochain. Et Nouveau Info a appris que les professionnels de la santé ont reçu une liste de phrases, d'expressions à ne pas dire aux patients. Il est notamment interdit de dire que le système est en panne ou même de critiquer la plateforme comme telle. Tout ça alors que de nombreux employés disent toujours ne pas être prêts pour le lancement. Étienne Fortin-Gauthier. Les fameux dossiers de santé numérique. Le gouvernement du Québec et Santé Québec n'en démordent pas. Ils vont bel et bien être lancés samedi. Ils affirment que les professionnels de la santé des CIUS du nord de Montréal et de Mauricie, centre du Québec, sont prêts. Le problème, c'est que les principaux intéressés ne sont pas tous du même avis. J'ai rappelé certains des professionnels de la santé à qui j'avais parlé il y a 3 semaines. Même si les formations se sont poursuivies, leur état d'esprit, lui, n'a pas changé. C'est une catastrophe annoncée. C'est un outil informatique qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment utiliser. Oui, on nous a fait des modèles de messages à laisser sur nos boîtes vocales aussi. OK, c'est quoi les types de messages? C'est des choses secrètes, là. Des choses à ne pas dire. Dire ça va bien aller. Ah oui, il faut pas dire que ça va bien aller? Non, effectivement. Nouveau Info a mis la main sur ce fameux document avec les phrases à ne pas dire aux patients. Il est interdit de dire que le système est en panne ou de dire qu'il y a des problèmes techniques.
Il ne faut pas non plus faire des commentaires qui mettent en cause le nouveau système. Ne vous inquiétez pas est aussi proscrit. Dans les corridors des cliniques et hôpitaux du nord de Montréal, on nous dit que certains employés sont anxieux, résignés ou même en colère. Même vous, comme infirmier, vous allez utiliser les dossiers de santé numérique. C'est quoi votre état d'esprit? Mon état d'esprit, on verra. Pour moi, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais... Les termes, il paraît que les termes sont bizarres. C'est plus des termes que quelqu'un a trouvé que c'est intelligent de mettre ça, fait que là, il l'a mis là, puis nous, on comprend même pas c'est quoi. Je pense que vous allez être un peu débordé samedi. Très, très débordé. Santé Québec assure que tout est en place pour que ça se déroule rondement samedi et que des équipes spécialisées sont mobilisées pour venir en aide aux professionnels de la santé. C'est vraiment difficile de se retrouver avec le vocabulaire qui correspond pas là, du tout à ce qu'on fait. Là. On parle pas d'une amputation, c'est un mot assez commun. On parle d'une absence acquise de la jambe. Non, on ne sait pas comment y arriver. Non, je ne sais pas comment on va faire. Puis c'est l'ensemble de mon équipe. Là. Nos gestionnaires, ils sont dans leur bulle. Hein? Le sujet des dossiers de santé numérique s'est encore aujourd'hui invité à l'Assemblée nationale. Ce matin, ce qu'on apprend, c'est qu'en Mauricie et au centre du Québec, il va y avoir 20 % moins de traitements de chimiothérapie. Il y a des inquiétudes au sein de la population en lien avec ce virage qu'on est en train d'opérer et je peux comprendre que les gens soient inquiets. Maintenant, je veux les rassurer. L'accès au traitement pour les personnes touchées par le cancer, ça, on le sait, c'est non négociable et ça ne sera pas affecté. Déjà, certaines régions ou hôpitaux disent qu'ils ne vont pas adopter les dossiers de santé numérique. C'est pourtant l'argument de Santé Québec que les dossiers d'un patient seraient facilement transférables d'un hôpital à l'autre ou d'un médecin à l'autre. Samedi, c'est le lancement de cette nouvelle plateforme, mais on sent que c'est un dossier qui est loin d'être terminé. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Salut Alain. Salut Marie-Christine. C'est quand même particulier cette liste de mots à ne pas dire aux patients. Oui, honnêtement, c'est assez ordinaire. C'est clair que les gens de Santé Québec sont pas conseillés par des firmes de relations publiques parce que juste de penser que ça serait pas entre les mains des journalistes, avec tout le mécontentement qu'il y a sur le terrain, là, c'était à prévoir. Là. On va continuer de surveiller ça de près. Je veux revenir avec toi sur le dossier de Sona Lakoyan, sévèrement blâmé par la commissaire à l'éthique. Mais je veux d'abord qu'on se remémore ce qu'elle disait juste avant son expulsion du Parti libéral du Québec. Il est très bon, puis il a très bien réagi à cette crise que vous avez créée. Vos informateurs anonymes, là, moi, je suis tannée. On va travailler pour les Québécois. C'est vous qui le dites ça. Elle blâmait les médias pour cette crise-là. Puis encore aujourd'hui... C'est facile, hein? Toujours la faute des autres. Mais là, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la commissaire à l'éthique. Mais elle continue de nier parce qu'elle a même tenté de déposer une motion pour critiquer le travail de la commissaire. Tout à fait. Elle a tenté de discréditer le travail de la commissaire avant que le rapport soit déposé. Le Parti libéral lui-même a refusé cette motion parce que ça prend un consentement unanime. Donc, son propre parti, Charles Milliard, aujourd'hui aussi a réitéré que les accusations étaient graves. Ça va être la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'il y aura même une amende financière, donc 8 000 que la commissaire à l'éthique a décrété. Donc, ça devrait être voté par la suite par l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, elle a 5 jours si elle veut contester, si elle veut donner ses commentaires par rapport à ce rapport-là. Et par la suite, une fois que cette information-là sera connue, qu'elle parle ou non, les parlementaires de l'Assemblée nationale vont devoir décider s'ils votent en faveur ou non de cette amende et des reproches qui lui sont adressés. Est-ce qu'elle peut être forcée de démissionner, Alain? Bon, il n'y a rien qui dit dans la loi. Puis souvent, on a trouvé que la loi de la commissaire à l'éthique, c'était juste une petite tape sur les doigts. Maintenant, il y a une amende financière, mais il n'y a rien qui oblige la députée de démissionner suite à ça. Puis on va se dire les vraies choses. Il reste quelques mois avant la fin de l'Assemblée nationale de ce mandat-là. Elle ne démissionnera pas. Au pire, elle va aller se cacher dans sa circonscription pour avoir sa prime de séparation. On parle quand même d'utilisation de fonds publics à des fins partisanes, entrave à l'enquête à la commissaire à l'éthique. Sa crédibilité est entachée. Là. Elle est entachée. Puis sincèrement, j'étais à sa place. Je resterais très tranquille jusqu'à la fin de l'élection parce que lorsqu'elle va rencontrer les contribuables, ses citoyens, ceux qui ont voté pour elle, c'est extrêmement grave. De toute façon, sa carrière est finie parce que Charles Milliard, son chef, qui a refusé de la réintégrer à l'intérieur du parti, a déjà annoncé qu'elle ne pourrait pas être candidate. Donc, elle n'a aucune chance de revenir. Mais là, Alain, est-ce que c'est seulement une pièce d'un grand casse-tête sombre? Parce qu'il y a encore l'UPAC qui mène son enquête. On ne sait pas tout. Là, je repense au fameux test
textos, des brownies. Là. Exactement. Puis une des choses qui a été reprochée, c'était justement d'avoir camouflé des messages sur WhatsApp. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ça et les textos, les brownies? Ça, bien, c'est l'UPAC qui va nous le dire une fois qu'on aura le rapport. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Deux Canadiens qui étaient à bord du MV Ondius qui sont rentrés au pays avant que l'éclosion soit identifiée sur le bateau de croisière. Ce sont donc 2 Ontariens et sur leur vol de retour, ils ont été en contact avec un Québécois qui pourrait avoir été infecté. J'en ai discuté un peu plus tôt avec la directrice nationale de santé publique. Docteur Caroline Quach, bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. L'OMS qui a été quand même clair aujourd'hui, c'est pas le début d'une pandémie, mais ça reste quand même inquiétant, non? Bien, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe, on a une espèce de stress post-traumatique de la pandémie, mais on va se rassurer, là, c'est pas du tout le même type de virus, c'est-à-dire que la transmission interhumaine est rarissime et donc on n'est pas aux prises avec une nouvelle pandémie de COVID. Mais je comprends que ça peut inquiéter les gens. On voit encore un bateau de croisière, on se dit, mon Dieu, encore. Mais je tiens à rassurer la population, là, on n'en est pas là. Combien de temps ça peut prendre, Dr. Quach, avant que les symptômes se manifestent? Oui, alors en fait, avec l'hantavirus, ça peut aller jusqu'à 45 jours. Donc, on parle d'une période d'incubation qui est quand même passablement plus longue. Je vous dirais qu'en moyenne, c'est 2 à 3 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Est-ce que quelqu'un peut être porteur, mais asymptomatique? Et si oui, est-ce que le virus peut être transmis sans symptômes? Alors, on peut être contagieux ou enfin avoir le virus en nous, pas nécessairement être contagieux, je me reprends, mais le virus peut commencer à être détecté 2 jours avant le début des symptômes. Donc oui, c'est possible, mais encore une fois, on revient sur le fait que ce virus-là est peu transmissible entre humains. De manière générale, il s'acquiert par des contacts avec les excréments, la salive ou l'urine de souris, surtout quand on les aérosolise. Donc, quand on balaie, par exemple, un chalet qui a été fermé et qu'on met en suspension dans l'air les excréments ou l'urine de souris, bien, à ce moment-là, on peut inhaler les particules et le virus et devenir infecté. Mais encore une fois, là, c'est quelque chose qui est à peu près jamais vu au Québec. Les souris du Québec, même si elles sont porteuses de ce virus potentiellement, ne semblent pas le transmettre. Au Canada, on voit des cas plutôt dans l'ouest du pays, donc l'Alberta, la Colombie-Britannique, mais on les compte sur le doigt d'une main, là, les cas qui ont été acquis au Québec. Mais là, en ce moment, il y a quand même un Québécois qui était dans un même vol où 2 Ontariens revenaient de la croisière. Donc, on parle d'un potentiel d'infection, mais là, c'est pas confirmé, là. Absolument. En fait, on sait que le Québécois, pour l'instant, n'est pas infecté. Il n'a pas de symptômes. Et on sait, en fait, même pas à quel point il a été proche d'un cas potentiel. Parce que pour ce virus-là, comme je vous le disais, la transmission entre humains est rare et pour que ça se transmette habituellement dans les séries de cas qui ont été reportés en Argentine, il fallait vraiment un contact prolongé et rapproché pour qu'il y ait transmission. Donc, on n'en est pas là. Pour l'instant, la santé publique fait son travail. La personne a été identifiée. La personne a décidé de s'isoler volontairement à la maison. On suit ses symptômes et pour l'instant, la personne va bien. Donc, il y a le risque pour le Québec est pour l'instant négligeable, je vous dirais. Merci beaucoup, Dr. Quach. Ça me fait. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, tel un match des séries, Montréal-Toronto lutte âprement pour remporter le siège social de la future Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience. D'abord, c'est quoi l'avantage de remporter la mise? Bien, c'est une institution importante qui va amener beaucoup d'activités dans la ville qui va avoir cette institution-là. C'est une institution qui va être internationale. On parle de 3800 emplois. Donc, que ça intéresse toutes les villes. Maintenant, on sait que c'est au Canada. Mais il y avait d'autres pays qui étaient intéressés. Alors, je dirais que je ne suis pas vraiment pris de voir ce genre de stratégie-là. Tous les coups sont permis, Marie-Christine. C'est quelque chose de très attrayant pour les années à venir. Donc, c'est ça, Toronto qui joue la carte référendaire en parlant de sa stabilité politique. Mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner comme tactique?
on ne sait pas à la fin de l'année, mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils vont utiliser cette hypothèse-là, que peut-être il y aura un référendum. À l'inverse, dire peut-être McCartney. Oui, Yves, je suis vraiment obligée d'arrêter cette intervention parce que ça coupe tellement et ça semble vraiment intéressant ce que tu nous racontes, mais malheureusement, la connexion n'est pas très, très bonne. C'est toujours mieux quand tu es en studio, de toute façon, on le sait. Donc, Yves, je te laisse aller. On poursuivra cette discussion-là ultérieurement. Merci, Yves. On connaît maintenant la date de sortie du film biographique sur Gilles Villeneuve. On vous la dévoile au retour. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Nouveau Info. On entend beaucoup parler de la situation actuelle. Ce qui est fun, c'est qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut. On se trouve actuellement au-dessus du lac Saint-Pierre. Le troisième coup, c'est un crochet avec 1. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est comment ça peut être bénéfique. On va poursuivre sur le sujet. Ça a été quoi ta première réaction? Ça se peut que ce soit difficile. L'actualité au bout de vos doigts. Parce que plus que jamais, l'actualité divise et que tout le monde a des opinions. Laisse-moi te parler 30 secondes. Vous voulez qu'on fasse du nouveau journalisme? On fait du nouveau journalisme. On peut dire qu'on est franchement au cœur de l'action. Nouveau est déployé sur le terrain d'un océan à l'autre avec notre équipe. Sur la route, dans le cadre de cette tournée Nouveau Info 2025. Michel, on termine ça ici. C'est là que je me sens à ma place. On vise tout ce qu'on a. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, vous venez de voir extrait du film sur la vie de Gilles Villeneuve. Et là, on sait quand ça va sortir. Oui, exactement. Gilles Villeneuve, l'ascension d'une légende. Ça va être le 11 novembre prochain que ça va arriver sur nos écrans dans les cinémas. Un projet qui a eu ses difficultés au départ. La production avait commencé. Ensuite, ça s'était arrêté pour finalement reprendre. Alors, on va essayer de couvrir une bonne partie de la vie de Gilles Villeneuve. Donc, de ses débuts modestes à Berthierville, ce qu'on voit en ce moment, jusque, bien sûr, à son parcours dans la course automobile. C'est Rémi Goulet, le comédien qui joue Gilles Villeneuve. Et je trouve que dans la bande-annonce, c'est incroyable comment il lui ressemble. Et du côté de sa femme, Joanne, c'est l'animatrice et la comédienne Rosalie Bonenfant qui va jouer ce rôle-là. Aux côtés d'eux, on retrouvera aussi Patrice Robitaille, Annick Lemay, Luc Picard et Fabien Cloutier. Donc, une belle production. Moi, je suis pas un grand fan de course automobile, mais même là, ça a l'air super intéressant. Ben voilà, oui, je suis vraiment curieux de connaître, l'histoire, mais oui, aussi parce que ça a été une légende de la course automobile, vraiment. Un Québécois. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Donc, à voir en novembre. Oui. Maintenant, on est jeudi. Oui. Pas pour rien. Donc, Patrick Huard et son fils Nathan qui sont les invités de la semaine. Exactement. Donc, ils étaient là, bien sûr, pour nous parler de Bon Cop, Bad Cop qui arrive sur notre plateforme Crave. Il y a 2 épisodes qui ont été déposés aujourd'hui. Après ça, ce sera un à la semaine. Bien sûr, Marie-Josée a parlé de l'émission avec eux, mais elle avait aussi quelques questions en rafale pour Patrick. On en regarde un extrait. Sur ta bucket list, avant de mourir, tu t'assures d'avoir fait quoi, Patrick Huard? Un très beau et long voyage avec chacun de mes enfants. Oh, OK. Avant d'aller en date avec Annick, mettons, tu t'assures de quoi? D'être beau bonhomme. Oh, yes! Non, vraiment. Sur une playlist pour un road trip, tu t'assures d'avoir quelle tune? Ah, ben mon classique, c'est le soundtrack de Into the Wild par Eddie Vedder. Ah, mais oui. C'est juste parfait. Puis avant de te coucher, tu t'assures de... avoir un petit verre d'eau. Ah oui, t'es rendu à ce stade. Oui, petit verre d'eau. OK, mes lunettes à une place que je suis capable de les pogner avec mes mains. Super. Puis le téléphone sur ne pas déranger. Ça donne le ton. Et on pop pour Rainbow cette semaine? Oui, Rainbow qui est allé rendre visite aux 2 humoristes et aussi coloc Oussama Fares et Anas Assouna. Alors, ils ont jasé, mais ils ont profité pour faire un petit peu de ménage autour de la piscine. Regardez cet extrait. Tu dois être dangereuse au Dollarama. Hey. L'autre bord. Ouais, bonne idée. Parfait. C'est plus notre terrain. Ça, ce mouvement-là, c'est un signe d'intégration. T'arrives nord, je nettoie ma piscine. C'est beau, les gars. Leur mère va être fière.
de Rainbow est parfait pour faire du terrassement. Oui, exactement. Mais on voit que le ménage n'a pas tout à fait été une réussite. Mais bref, ça va être intéressant à regarder. Ce soir, 19h30 sur Nouveau. Sinon, c'est déjà disponible sur la plateforme Crave. Et tu chiales sur quoi ce soir? Bien, je vais chialer. Je m'interroge sur les entr'actes. On verra si je suis d'accord ou pas. J'ai hâte de voir ça. À lundi. Bye-bye. Yannick Frédéric, bonsoir. Allô. Bonsoir, Marie-Christine. Moi, je commence à regretter ma prédiction Canadien en 6. Ben là, ce n'est qu'un match. Mais quand même. C'est pas le résultat escompté, disons, pour le Canadien hier. Là. Non, effectivement. Ça a été un match assez difficile. Un retour à la normale très dur. Le Canadien qui a été frappé par la réalité de la force de frappe des Sabres de Buffalo. Mais c'est un match. C'est un match qu'ils l'ont emporté 4-2. Lane Hutchinson a connu un match assez difficile hier face aux Sabres. Pourtant, les Sabres n'ont obtenu que 16 tirs au but au cours de ce match. Mais les Sabres, qui avaient presque pas marqué un seul but dans la première ronde en avantage numérique, ils en ont marqué 2 hier en avantage numérique face aux Canadiens. On va quand même écouter Martin Saint-Louis qui, lui, bien, vous allez l'entendre, là, grosso modo, ce qu'il dit, c'est seulement un match, faut pas perdre le focus. Moi, je pense qu'il faut que tu restes... faut pas que tu paniques, tu restes en contrôle. Faut pas que tu perdes confiance. Faut que tu comprennes pourquoi que tu n'as pas gagné le match, puis tu avances. C'est beaucoup de rester sur le processus. Si tu raides la montagne russe d'émotions, mais tu te perds là-dedans. Focus, il faut rester zen. Exactement, des paroles sages. Voilà, comme toujours. Avez-vous trouvé une future interprète pour les hymnes nationaux? Ça se peut. Écoute, tu sais qu'il y en a plusieurs, véritablement des artistes qui postulent, semble-t-il, auprès de l'Organisation du Canadien pour... Toi, ça te tente d'essayer? J'ai moi-même postulé. C'est sûr que Yannick t'es pas un artiste, c'est ça le problème. Seulement pour la coupe, comme on dit. La fameuse note un peu dure à aller chercher. Je la ferai pas ce soir. Mais tout ça pour dire que nous, je pense qu'on a la prochaine interprète. C'est la jeune Lou Anne, âgée de 4 ans seulement, qui nous a envoyé cette petite vidéo. Voici un extrait d'une dizaine de secondes. Tu vas pleurer. Ben là. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front récent, de fleurs C'est mignon, c'est mignon. Et elle le fait en anglais même après. C'est magnifique. Et puis, écoute, on est tombé sur un graphique très intéressant publié par la Ville de Laval. Okay. Regarde ça. C'est un graphique qui prouve vraiment que les gens, lorsqu'ils regardent le Canadien, ils le regardent. Ça démontre que la demande en eau potable augmente significativement entre les périodes du dernier match. Donc, les Lavallois se retiennent jusqu'à la fin des périodes avant d'aller au petit coin. Ben oui. C'est ce que ça veut dire, Marie-Christine. Ben oui. Extraordinaire. Maintenant, des preuves de qualification pour les Olympiques de 2028 se déroulent à Montréal? Oui, pas l'air convaincu du tout. Pas du tout. C'est du journalisme d'enquête. Oui, alors, il y aura Montréal, Orlando, Tokyo, Shanghai qui vont accueillir l'une des 4 étapes finales donnant accès aux Jeux de 2028. Flag football, volleyball de plage, BMX style libre, basket à 3 contre 3, l'escalade sportive et planche à roulettes et levée des sanctions par le CEO de l'interdiction de participation des athlètes du Bélarus qui pourront représenter leur pays aux Jeux, notamment en sport d'équipe. Merci beaucoup, les gars. Bye-bye. Bon week-end. OK. À demain, d'autres graphiques. Un bon week-end. Certains ont des idées assez créatives pour faire parler d'une cause. Pourquoi pas un chien zèbre, Michel? Voyez cette Chipadoodle qui a un look zèbre. Le zèbre, c'est, semble-t-il, le symbole des tumeurs neuroendocrines, les TNE. Propriétaire, donc, c'est une ancienne infirmière qui habite Ontario. Elle a perdu un proche qui souffrait de ce type de cancer-là. Donc, elle veut mettre à profit l'histoire de sa famille et sensibiliser le public. À noter qu'il s'agit d'une teinture adaptée aux chiens. C'est important. Portez pas plainte. Non, c'est important de le préciser. Je le trouve très mignon. Ce chien zèbre. Michel, ce soir, au Débatteur, vous allez jaser de la vente de produits comestibles au cannabis. Oui, je te rappelle que le gouvernement Couillard, c'est lui qui a eu à mettre en place comment on allait distribuer le cannabis au Québec avec la SQDC. Au début, on ne voulait pas de produits comestibles. Maintenant, il y en a. Mais il y a des groupes, entre autres le Bloc Pot, qui voudraient qu'on aille plus loin, qu'on autorise la vente de plats infusés au cannabis dans les restaurants et cafés. Il y a d'ailleurs, on a parlé à une compagnie aujourd'hui de chefs à domicile où le chef arrive avec la nourriture et toi, tu fournis ton cannabis de la SQDC et cuisine comme ça. Un genre de croque-pot? Non, peut-être. Je connais pas le menu, mais bon, il y a du cannabis dedans. Est-ce qu'on devrait permettre à des restaurants et cafés d'inclure le cannabis comestible à leur menu? C'est le débat qu'on va faire ce soir.
On sera à jeun, tout ira bien. Ça sera 22h30. Merci, Michel. Bye-bye, Excellente bonne soirée. soirée. À notre antenne, on se retrouve nous lundi. Bye-bye.